On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur c'est les autres avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il le sait. Merci. Il s'appelle Denis Memoun. Et Denis Memoun, je vous ai connu il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant, vous travailliez chez un éditeur de jeux vidéo qui s'appelait Mindscape. Ouais. Et donc on s'est connus à l'époque, et après on s'est perdu de vue pendant des années, et je vous ai retrouvé à l'occasion d'une conférence que j'organisais. Et donc depuis, vous avez une carrière incroyable dans le marketing, avec des postes éminents dans des grandes entreprises françaises très connues qu'on ne citera pas. Depuis, vous êtes prof, c'est ça ? Alors, je ne suis pas vraiment prof, je suis pédagogue. Ah. Et pour revenir un peu Expliquez-nous la différence. Pédagogue, en fait, c'est presque une mission. C'est-à-dire que prof, c'est un métier, et en fait, pédagogue, c'est une mission. Et ma mission, finalement, peut-être, c'est ça aussi l'enjeu, de pouvoir expliquer des choses au monde et des éléments qui viennent, on va dire, inciter à la réflexion, que ce soit à travers, on parlera de ça, mais de mes étudiants, mais aussi à travers de mes activités diverses et variées, un groupe Facebook dont on parlera. Et puis, en fait, l'idée, c'est de pouvoir exposer des idées clairement et peut-être d'éclairer un petit peu cette humanité qui sombre dans un obscurantisme qui nous inquiète quelque peu. On peut en parler tout de suite, puisque effectivement, donc vous avez un groupe Facebook qui a beaucoup de succès, qui s'appelle On aime ce qui réussit, on aime ce qui réunit. Et en fait, la petite anecdote qui est devenue finalement la grande histoire, c'est que ce groupe est né d'un coup de tête, puisque ce nom « On aime ce qui réussit, on aime ce qui réunit » n'a pas été vraiment réfléchi. Et en fait, ce groupe est né après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et en fait, ce qui m'a traversé à ce moment-là, c'était de me dire que le monde sombrait dans un obscurantisme et au final, il fallait peut-être poster plus de belles choses pour que le plus petit dénominateur commun de toute l'humanité puisse s'exprimer. Alors ça peut paraître ambitieux aujourd'hui, mais au départ, c'était moi, et puis j'ai invité 2-3 amis, et puis ces 2-3 amis sont devenus 100, 200, 300, et puis aujourd'hui c'est un groupe qui presque 10 ans après compte 4000 membres. Wow. Et qui se caractérise par plusieurs phases. La première, c'est que j'ai commencé à poster des photos inspirantes, des citations, des bonnes nouvelles, des belles nouvelles, ce que j'appelle des feel good news. Et puis des blagues et puis des éléments qui rassemblent les gens. On s'aperçoit aussi après, petite parenthèse, que l'humour est parfois, on va dire, c'est un travail d'apprentissage et de pédagogie. Toujours est-il que au bout de 2 ans, il y avait à peu près 800 membres et à un moment, j'ai organisé un pique-nique et donc on était une vingtaine. Et puis l'année d'après, donc on était en 2018, je rappelle les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, c'est fin 2015 et début 2016, je crois, puisqu'il y a eu les manifestations juste après, qui ont rassemblé 3 millions de personnes à Paris. Et puis donc on s'est rencontrés, il y a eu une vingtaine de personnes en 2018, et puis j'ai organisé successivement, année après année, des pique-niques notamment, et puis des rencontres et des soirées au théâtre. Et donc vers 2020, 2021, on était à peu près, après le confinement, on était à peu près 120 au pique-nique. Donc voilà, et c'est à chaque fois un événement incroyable que des gens qui ne se connaissent pas puissent se rencontrer réellement dans la vraie vie, avec des personnes qui viennent de Belgique, de Suisse, spécialement pour ce pique-nique. Voilà. Et donc c'est l'occasion pour que des personnes qui ne se connaissent pas, qui probablement ne se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie, se rencontrent pour de vrai et s'apprécient après s'être appréciées à travers différents posts. Autre élément aussi sur ce groupe, on aime ce qui réussit, on aime ce qui réunit, c'est qu'il y a des lives. Puisque au moment du confinement, en fait, on a mis en place une programmation. Il faut savoir que je suis entouré d'une équipe, une chargée de programme en quelque sorte, plus une équipe de modérateurs. Et en fait, on a mis en place un planning et
on va dire que pendant presque un an, on a eu des lives de personnes qui chantaient, qui faisaient de la poésie, de la danse, des recettes de cuisine. Et dans cette mission que je me suis donnée d'être pédagogue, j'ai commencé à lire des livres. Et donc j'ai commencé vers le mois de mai-juin 2020. Et aujourd'hui, 4 ans après, il y a un bilan de 80 livres, donc qui vont de Raymond DeVos à Spinoza, à Nietzsche. En ce moment, je suis en train de lire Albert Cohen. Je suis en train de lire un livre d'histoire. Voilà. La petite bibliothèque de Denis Mémoun. Alors oui, mais c'est une bibliothèque partagée. Parce qu'en fait, là aussi... Justement, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Que ce soit l'enseignement et vous avez dit la transmission, la pédagogie. Donc c'est plus un élément de transmission qu'un élément simplement d'enseignement. Et ce groupe, vous êtes l'incarnation, et d'ailleurs le bonheur c'est les autres, ça aurait pu être la baseline de votre groupe. Vous êtes l'incarnation qu'effectivement, en tout cas moi c'est ma conception, le bonheur s'incarne et se réalise à travers les autres. On peut avoir du bonheur personnel, mais il se réalise à travers les autres. Denis, si je vous demande comme ça, à brûle pour point, c'est quoi pour vous le bonheur? Quelle définition vous donnez au bonheur? Eh bien en fait, le bonheur, de mon point de vue, c'est extrêmement de rigueur et de discipline. Le bonheur, c'est l'idée de se programmer dans Tandis qu'on entend les cloches. J'entends, c'est la l'église à côté. On enregistre à l'écume aujourd'hui. Alors, Vas-y. Le bonheur pour moi, c'est une discipline de tous les instants en réalité. Alors je vais prendre une métaphore. J'ai découvert il y a quelques années un rabbin qui a été à l'origine du moussard. Et ce rabbin, en fait, on va dire, le moussard c'est l'éthique juive. Et c'est le rabbin Salander, Rav Salander, Israël Salander. Et en fait, il évoquait une dimension horizontale du temps. Donc l'idée que sur 24 heures, il y a un temps pour manger, un temps pour prier, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour se consacrer à sa famille. Et en fait, cette gestion du temps horizontal permet, donc d'après sa théorie, permet une gestion du temps verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on est dans une maîtrise de son action à l'instant T, eh bien l'esprit peut s'envoler ailleurs et partir ailleurs et explorer de nouvelles réflexions. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me suis beaucoup intéressé à la psychologie positive et je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences. Et en fait, on se rend compte que d'abord, la dimension de la gestion structurée de son temps permet de rassurer son cerveau, d'accord, et d'avoir une gestion du temps qui dit qu'on sait que dans l'heure d'après, on sera là, mais à l'instant T, on est là, et qu'on savoure l'instant T. Et qu'ensuite, une fois qu'on a une régularité dans son quotidien, eh bien, en fait, on réussit à avoir une irrégularité, et le cerveau adore l'irrégularité. Donc, en fait, c'est une sorte de gestion à la fois du temps horizontal et du temps vertical, et je dois dire que dans ma gestion du temps, eh bien, en fait, je place des moments de bonheur. Les moments de bonheur interviennent le matin quand je suis dans ma méditation, pour ne pas dire dans ma prière. Le soir à 18h, j'ai mon live dans le groupe. J'ai les moments en famille que j'organise. En fait, j'ai une gestion du temps très très serrée, mais à chaque fois avec une intensité totale, extrême et absolue. Et en fait, le bonheur, c'est l'instant, c'est maintenant, c'est nos regards et l'envie qu'on a d'avoir. Et là, c'est des neurosciences, des neurones miroirs qui rentrent en connexion et nos regards en disent long. C'est ce qu'on appelle vulgairement les atomes crochus. Exactement. Denis, quel souvenir heureux de votre enfance remonte instantanément, en tout cas spontanément, à la surface? Comme ça, là, tout de suite, le souvenir de mon arrière-grand-mère. Waouh. Ouais. Vous avez connu votre arrière-grand-mère? Ouais. Ça c'est une... Ouais.
une chance dans nos générations qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors, Ouais, expliquez-nous. Ben, en fait, alors, mon arrière-grand-mère ne parlait pas français. Ouais. Et en fait, je me vois tout petit dans une proximité. Je me rappelle, elle m'épluchait mes raisins et je ne comprenais pas quand elle me parlait, mais je sentais tellement d'amour déborder que ça m'a créé ce souvenir vraiment le plus ancien possible. Elle parlait quelle langue? Elle parlait arabe, hein, puisque judéo-arabe peut-être. Ouais, judéo-arabe, oui, effectivement, c'était Nona. Et Nona, en fait, est arrivée de Tunisie, a quitté une sorte de préhistoire pour arriver dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Et moi-même, je ne comprenais pas qu'elle ne comprenne pas. Et pourtant, j'étais submergé d'amour et de son amour, et c'était vraiment merveilleux. Je me vois enfant avec une cuillère à la bouche, parce que j'avais toujours une cuillère à la bouche. Elle me poursuivait pour me faire manger, enfin voilà, des trucs comme ça. Depuis, plus personne ne me poursuit, hein. Pour manger, je veux dire. Alors on l'a dit, dans votre groupe, vous parlez énormément de livres que vous chroniquez, mais au-delà, je sais que vous avez une culture, vous allez souvent au théâtre, vous allez souvent au cinéma, etc. Vous avez une culture très étoffée, on va dire. Et si je vous demande c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur, parce que ça peut être un auteur et donc toute une œuvre, qui vous a marqué de façon indélébile, vous me répondriez quoi et pourquoi? Shakespeare. Shakespeare. Ah ouais, expliquez-nous ça. Shakespeare, parce que Shakespeare, d'abord, il explore l'âme humaine comme probablement aucun auteur ne l'a exploré. Ensuite, pour son intemporalité. C'est-à-dire que en fait, les questions relatives au pouvoir, à l'amour, à la mort, à la guerre sont portées par cet auteur. Et dernièrement, j'ai lu d'ailleurs dans le groupe un livre de Daniel Siboni. J'allais vous en parler, oui. Et non seulement j'adore cet auteur, Shakespeare, mais j'adore l'exégèse qu'il peut y avoir autour de lui. Ouais, précisons que Daniel Siboni est un psychanalyste. Oui, Daniel Siboni est un psychanalyste. Que j'ai eu aussi l'occasion de voir lors d'une conférence lorsqu'il présentait son livre sur les pièces de Shakespeare. Il en fait une analyse. Et j'ai lu donc cette analyse, ce livre dans mon groupe, et je dois dire que j'en avais la chair de poule. Donc voilà. Et quelle est votre pièce préférée de Shakespeare ? Alors en fait, je crois que Roméo et Juliette pour mon âme un peu romantique. Après, toutes les pièces me plaisent. Macbeth, incroyable. Othello. En fait, pardon. Othello. Alors Othello, peut-être un peu moins, mais voilà. Hamlet, inouï. Le Marchand de Venise. Le Marchand de Venise. En fait, il faut se dire une chose, un truc incroyable, c'est que à chaque fois qu'il y a à Paris une pièce de Shakespeare, je vais la voir. À chaque fois qu'il y a un film qui est porté par un texte de Shakespeare, je vais le voir. C'est-à-dire que c'est la case à cocher systématique dès qu'il s'agit de Shakespeare. Et j'inspire. Et quand vous l'avez lu en version française ou vous l'avez lu dans le texte ? Non, je l'ai lu en version française. Ouais, je l'ai lu en version française. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans votre vie, sous-entendu, pour être heureux ? De lecture. C'est-à-dire que pour moi, le livre, là, nous sommes ici maintenant dans une pièce où derrière toi et derrière moi, il y a des centaines de livres. Ouais, on précise qu'on est dans la bibliothèque de l'Écuge. Et ouais. 3e étage de l'Écuge. Ouais, on est au 3e étage de l'Écuge. Ouais. On voit plein de livres derrière des... Et avant que commence l'interview, je me suis dit, oh, celui-là, j'adorerais le lire. Oh, celui-là. Là-bas, je vois un livre sur le bonheur. Voilà. Donc, et là, juste là, en haut à droite, là, le livre, il s'appelle Le Bonheur. Okay. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et donc, en fait, la littérature, je ne peux pas m'en priver. Et je dois dire, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai redécouvert relativement récemment, que mon goût de la lecture est revenu, justement, avec la lecture dans mon groupe. J'ai commencé à lire des livres. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 80 livres que j'ai lus en 4 ans dans ce groupe. Et depuis 2-3 ans,
et toujours dans cette rigueur et dans cette discipline, je me force à lire un livre par semaine. Et j'en fais une chronique, hein, comme tu le dis. Et en fait, j'ai pendant des années, c'est un peu comme quand on abandonne le sport vers la vingtaine pour se rendre compte qu'il nous a manqué quelque chose, voire qu'on a pris de la lourdeur et des kilos en plus. Mais à un moment, quand on est effectivement porté par la littérature, ben en fait, la seule chose que je fais quand j'ai terminé un livre, c'est d'en prendre immédiatement un autre, parce que j'en ai un besoin irrépressible. Alors la question va vous paraître sans doute intéressante parce que vous êtes un amoureux de la langue française et des mots, même si votre auteur préféré c'est Shakespeare. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez et ou le mot auquel vous pensez spontanément là à l'instant où je vous interroge? Le mot auquel je pense là tout de suite maintenant, c'est merci. Le mot le plus important pour moi de la langue française, c'est merci. Là encore, et là c'est à travers mes lectures bibliques, ma pratique, ma réflexion, c'est que on est aujourd'hui, à mon sens, dans un monde qui a oublié ce que c'est que la gratitude. C'est-à-dire que, par exemple, là je viens de terminer un livre terrible sur l'inceste, qui s'appelle Triste Tigre, ouais, de Neige Sano, ouais. Sino, pardon, ouais. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai été préservé par tout l'amour que j'ai eu autour de moi, de mon arrière-grand-mère, mes grands-parents, mes parents. Autour de moi, je n'ai vraiment vécu que des éléments constructeurs. Et en fait, on ne le dit jamais assez, mais merci, c'est pour moi le plus beau mot de la langue française. Et qui est peut-être pas assez employé aujourd'hui. Et quand on fait une prière, on est dans un cadre de gratitude. Quand on est dans le cadre d'une rencontre, on est dans le cadre de la gratitude. Sauf qu'on oublie de dire merci. Donc on a des atomes crochus, on a des neurones miroirs, on a des connexions. Mais merci pour ça. Juste pour le fun, sachez que l'anagramme de merci, c'est crime. Alors voilà, peut-être que ne pas dire merci est un crime. Voilà. Denis, quand on vous voit, quand on sait un petit peu tout votre parcours, etc., on n'a pas l'impression que vous êtes souvent perclus de doutes, mais peut-être qu'on se trompe. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Waouh. Alors donc Descartes disait je pense donc je suis. Moi j'ai souvent tendance à penser que je doute donc je suis. Et je suis toujours parfois impressionné par des gens qui ont des certitudes. Et une part de moi peut-être parfois irrité aussi. À travers ma connaissance de l'humain, à travers la littérature, me fait comprendre que trop de certitudes cache probablement une sorte de posture, et souvent la posture confine à l'imposture. Donc en fait, j'aime les gens qui doutent, ça c'est la chanson de Anne Sylvestre, et j'aime les gens qui doutent parce que en fait, je ne crois pas à la certitude absolue. Peut-être que quand on regarde le monde, comment il a évolué, on a donné des clés à des gens qui avaient des certitudes. Et peut-être que ces certitudes ne se traduisent pas aujourd'hui par un monde équilibré, apaisé. Donc les experts pleins de certitudes me font douter finalement. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? L'incertitude, le doute. C'est-à-dire que y a des endroits où il ne faut pas douter. Il y a des endroits où il ne faut pas douter, a priori, il ne faut pas douter de l'autre. Après, on peut en douter quand on est trahi, ou on est déçu. Mais il faut, dans un premier temps, je crois, essayer de faire confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, notre époque est dans une sorte de phase de manque de confiance, de manque de conscience aussi. Et je pense que là où j'ai le moins d'indulgence, c'est pour les gens qui ont des opinions sans les avoir construites. C'est-à-dire que pour les gens qui répètent des slogans sans les avoir bâtis. Et ces certitudes exprimées par des slogans, par des gens qui travaillent sans les avoir bâtis, là pour le coup, j'ai aucune indulgence.
France est un pays particulièrement pessimiste. On fait partie des pays les plus pessimistes du monde. Je crois qu'on est, je disais ça récemment, on est le 3e plus pessimiste après des pays comme l'Afghanistan. Ouais. Voilà, des dictatures sanguinaires. Ouais. Et on peut schématiquement séparer la population en deux, même si on peut être optimiste à un moment donné, pessimiste à un autre moment. Ouais. Mais en gros, il y a des gens qui sont plutôt tout le temps pessimistes et des gens qui sont plutôt optimistes. Je ne sais pas si vous classez dans la seconde catégorie, dans la catégorie des optimistes, mais si je vous demande qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir, vous me répondriez quoi ? Qu'on remette les gens au travail, intellectuel, de la pensée, de la connaissance, de l'arrêt de la simplicité. Là aussi, Nietzsche disait, prophète du 19e, avec une vision sur le 20e, quand il dit « Dieu est mort », d'une certaine manière, ce qu'il dit, c'est que à force de vouloir rechercher la facilité, à force de rechercher les éléments qui nécessitent le moins de travail, le moins d'ancrage intellectuel, et ben on finit par créer des générations d'ignorants qui ne font que répéter des slogans. Et je pense qu'il y a eu une première alerte en 68 avec notamment le maoïsme, où là on a vu une sorte de France qui a cru à des idéologies mortifères. On voit aujourd'hui que ces idéologies mortifères prennent des biais différents, mais elles sont quand même mortifères. Et j'aimerais aussi dire un truc, c'est que ce soit mon grand-père ou mon père, il me disait la France est probablement l'un des plus beaux pays du monde, mais peut-être que les Français n'en ont pas encore assez conscience. Oui, c'est la fameuse phrase de Sylvain Tesson qui dit les Français vivent dans un paradis, mais s'imaginent en enfer, ou se croient en enfer. Ouais. Alors voilà, ça aussi, en voyageant à travers le monde et en revenant en France, on voit qu'on est entouré d'une histoire, on est entouré d'un passé. L'enjeu, c'est de faire de quelque chose d'un passé ou d'une histoire. Si l'histoire, c'est d'être derrière des vitres et de regarder ça comme un musée, eh ben, ce n'est plus vivant. Par contre, l'idée, c'est de garder ce foisonnement intellectuel qui a été la France. Je rappelle qu'il y a 2-3 grands pays au monde qui ont des visées ou des vocations un peu universalistes. On a les États-Unis qui ont une visée universaliste, mais avec une raison hégémonique, on va dire. Et puis, on a des valeurs en France qui devraient être, et qui le sont, je crois, enviées par tous. Peut-être que ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité devraient être défendues et on va dire devraient être promues à travers le monde. Et peut-être que l'Afrique adhérerait beaucoup plus aux valeurs de la France aux valeurs de la Russie ou de la Chine qui sont aujourd'hui voilà. Donc en fait, les Français ont entre les mains de l'or. Maintenant, l'or nécessite d'être fructifié, d'être distribué, d'être aussi partagé et de partager ses valeurs pour faire en sorte que ces valeurs deviennent des vocations universelles qu'on retrouve d'ailleurs, et là encore, dans la Bible, avec des valeurs autour de cette notion de fraternité qui est extrêmement difficile à définir, et des valeurs d'égalité, donc de regard, on va dire, équilibré entre des individus, et évidemment de liberté, car nous avons ici la chance de pouvoir, en France, dire ce que l'on a sur le cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, cher Denis, à titre personnel ? Alors, à titre personnel, alors non, en fait, vous voyez, là aussi, je ne dissocie pas mon titre personnel de cet environnement un peu d'une ambiance mortifère. Donc, en fait, qu'on puisse se dire, par exemple, que dans 1, 2, 3 générations, il puisse y avoir des petits mémounes en France. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme étant important. Et puis peut-être que demain, ce groupe de 4000 personnes, peut-être 40 000, 400 000, 4 millions... Ce sera plus sur Facebook. Mais voilà. Vous aurez développé, ni sur Instagram, vous aurez développé une communauté
Oui, en propre. En propre, mais bon, voilà, et en même temps, bon, j'ai une équipe de modérateurs, ils m'en voudraient si le groupe devient beaucoup trop gros, donc voilà, donc soyons raisonnables et soyons surtout très heureux. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, Denis, et on vous remercie pour votre participation au podcast. Et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Et ouais, le bonheur, c'est les autres. Merci toi.